Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir monsieur le juge Durand, qui est coprésident de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Cette commission a été mise en place en 2021 et elle est chargée d'une double mission, écouter et recueillir la parole des victimes de violences sexuelles durant leur enfance, mais également préconiser des politiques publiques pour renforcer leur protection. Pourrez-vous, dans un premier temps, nous informer de l'organisation de votre commission, si c'est possible? À la date du 21 septembre 2022, vous aviez reçu 16 414 témoignages, provenant majoritairement de femmes, 9 victimes sur 10. Le constat est sans appel, 8 victimes sur 10 ont témoigné avoir subi des violences incestueuses et parmi ces dernières, 1 sur 4 avoir subi ces violences avant l'âge de 5 ans. 13% des victimes étaient en situation de handicap. Les dégâts sont conséquents, 8 victimes sur 10 estiment que ces violences ont eu un impact sur leur santé psychique. Vous avez d'ores et déjà élaboré 20 préconisations et j'aimerais revenir sur 5 d'entre elles dans un premier temps. Organiser le repérage systématique des violences sexuelles par tous les professionnels. Vous venez d'ailleurs de publier un livret à cet effet. Mais le meilleur dépistage ne serait-il pas de donner aux enfants les moyens de savoir qu'ils sont eux-mêmes victimes de violences? À titre personnel, je plaide pour une éducation au corps dès la maternelle. Car comment savoir que l'on est victime de violences sexuelles si on ne sait pas que c'est interdit? Y avez-vous réfléchi et quelles sont vos préconisations? Au-delà du repérage, c'est un travail collégial qu'il faut arriver à mettre en place, notamment au sein des UAPED, pour savoir recueillir la parole des enfants et les preuves. Police, gendarmerie, personnel médical, personnel judiciaire, associations de victimes doivent mieux travailler ensemble. Avez-vous des préconisations pour permettre une mise en place homogène des UAPED sur tout notre territoire? L'une de vos préconisations, c'est de créer une cellule de conseil et de soutien pour les professionnels. Je suis ravie que l'amendement qui a été proposé dans le cadre du budget solidarité que je rapporte permette une mise en place rapide. J'aimerais avoir les préconisations que vous souhaitez sur cette cellule de conseil. Vous indiquez également qu'il faut garantir des soins spécialisés en psychotrauma aux enfants. Hier, je me suis rendue à Aulnay-sous-Bois pour rencontrer les initiateurs du protocole de prise en charge des enfants témoins de féminicide. Cela permet une meilleure prise en charge des enfants et une hospitalisation systématique. Est-ce que ce type de prise en charge pourrait être généralisé et que pensez-vous quand vous évoquez de soins en psychotrauma? Lors de cet entretien, nous avons également évoqué le maintien de l'autorité parentale par le parent suspecté d'inceste, qui lui permet notamment de s'opposer à la prise en charge médicale de l'enfant. Je sais que la Civis préconise la suspension de l'autorité parentale et du droit de visite et d'hébergement pour le parent mis en cause en cas de poursuite pénale pour inceste et le retrait de l'autorité parentale lorsque ce dernier a été condamné pour inceste. Et je sais que nous sommes beaucoup à partager complètement cette préconisation. Avez-vous pu tester cette hypothèse auprès des acteurs, et notamment du ministère, et quelle a été leur réaction? Que penseriez-vous d'appliquer la même chose pour toutes les violences faites aux enfants, et notamment aux enfants qui subissent le meurtre d'un parent? Nous avons également évoqué les conséquences sur les médecins qui osent signaler les violences faites aux enfants. Vous préconisez de clarifier l'obligation de signalement des enfants victimes de violences sexuelles par les médecins, et j'aimerais en savoir plus et connaître vos préoccupations. Alors, je pourrais bien entendu vous interroger sur toutes vos préconisations, mais je vous propose de vous laisser la parole pour un propos préliminaire. Et ensuite, nous aurons un échange également avec nos collègues qui ont également plusieurs questions. Je vous remercie et je suis vraiment ravie de vous accueillir dans cette délégation. J'ignorais que je devais appuyer. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, c'est un honneur pour le juge des enfants que je suis, pour le coprésident de la Civis et à travers moi pour la Civis elle-même et tous ses membres d'être auditionnés par la délégation aux droits de l'enfant de l'Assemblée nationale. Si nouvelle, et l'audition d'aujourd'hui est le signal fort de votre préoccupation concernant les violences qui sont faites aux enfants et notamment les violences sexuelles, puisque vous voulez bien nous auditionner très rapidement. Je suis accompagné de Benoît Legrand, administrateur hors classe de l'État et secrétaire général de la Civis, et d'Alice Guéraud, rapporteur et chef de cabinet.
Nathalie Mathieu est retenue à Agen pour la Maison Bru, qui, comme vous le savez, est à ce jour la seule association spécialisée dans l'accueil des jeunes filles victimes d'inceste. Vous l'avez redit, Madame la Présidente, la Civise a été créée d'abord à l'initiative d'Adrien Taquet, secrétaire d'État à la protection de l'enfance en août 2020, dans un contexte particulier qui est l'exemple donné par la commission indépendante sur les violences sexuelles de France, et dans le souci particulier d'ouvrir un espace de témoignage à toutes les personnes victimes de violences sexuelles, et notamment celles qui ont le moins accès à la parole, les enfants handicapés. Et en janvier 2021, la publication du livre de Camille Kouchner a conduit à donner à la commission qui a été confiée à Nathalie Mathieu et moi un tournant un peu particulier, articulé autour de sa mission fondamentale, qui est de recueillir la parole des personnes adultes, des hommes et des femmes qui ont été victimes de viols et d'agressions sexuelles dans leur enfance. Moi, je suis juge des enfants, vous l'avez rappelé. Et ma vie, c'est de recueillir la parole des enfants. Et depuis 2 ans, je recueille la parole des adultes qu'ils sont devenus. Et évidemment, j'en tire des leçons dans la prise de conscience de la gravité de ces violences durant la vie entière, et des leçons plus rétrospectives sur notre capacité, y compris les miennes, à repérer et à protéger les enfants au moment où ils subissent des violences. La commission Sauvé avait montré que parmi nous, c'est-à-dire ici même, nécessairement, mais partout, 5,5 millions de personnes adultes avaient été victimes de viols et d'agressions sexuelles dans leur enfance. 1 personne sur 10, et c'est notamment à partir de ce chiffre si considérable que nous pouvons dire que dans une classe de 30 enfants, il y a au moins 1, 2 ou 3 enfants victimes de viols ou d'agressions sexuelles. Et la Civise le dit depuis sa création, à partir des données du ministère de l'Intérieur et des grandes enquêtes de victimation, chaque année 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles, notamment et principalement dans la famille, par l'inceste, qui représente au moins 2/3 de l'ensemble des violences sexuelles faites aux enfants. Vous savez, ma passion aussi pour le problème des violences conjugales et de ses conséquences pour les enfants, vous en avez dit un mot dans votre introduction. Il faut vraiment prendre conscience que pour semblables, la maison n'est pas le lieu de la sécurité, mais de la confrontation à la mort. Et c'est une très profonde inégalité entre les êtres humains. Fort de tout cela, nous avons préparé, dès janvier 2021, notre appel à témoignage. Et nous l'avons ouvert officiellement le 21 septembre 2021 par les plateformes téléphoniques confiées en métropole au collectif féministe contre le viol et pour les Français de l'outre-mer et de l'étranger à l'association SOS Crise. Et dans les heures, puis les jours qui ont suivi, les lignes étaient saturées. Nous recevions des centaines et des centaines d'appels. Et les personnes disaient « J'ai attendu ce moment toute ma vie ». Des personnes parfois très âgées. Elles ont 44 ans en moyenne. Elles peuvent avoir 80, 85 ans. Et ces personnes vous disent en face à la commission, viennent parfois de très loin, « J'ai attendu ce moment toute ma vie ». Parce que la Civise recueille la parole de ces personnes au nom de la société tout entière et des pouvoirs publics. Et donc, que nous ne dissocions jamais le recueil du témoignage et la production de préconisations de politique publique. Et je pense d'ailleurs, et déjà j'anticipe sur ce que j'aurais voulu vous dire en terminant mon propos, c'est-à-dire l'après-Civise, que ce besoin sera toujours aussi important, mais que pour fonctionner, il faudra qu'il soit associé à l'évaluation et à la production de préconisations de politique publique, parce que chaque personne qui vient témoigner à la Civise le dit toujours, je le fais pour moi, et je le fais pour que les enfants ne vivent plus ce que moi j'ai vécu. Je le fais pour moi. La Civise n'est pas un tribunal. La Civise n'est pas un hôpital. La Civise n'est pas un service social. La Civise est un espace de reconnaissance. Et nous sommes
structuré et grandi par ces témoignages que nous recevons. Et quand vous avez dans une réunion publique, comme à Paris par exemple, quand nous l'avons organisée au Palais de la Femme, il y a 200, 300 personnes. Et puis, à un moment donné, vous avez une femme qui a une cinquantaine d'années qui se lève et qui dit « À partir du jour où, dans mon enfance, j'ai été violée, j'ai pensé que j'avais perdu toute dignité. » Elle s'adresse à ses frères et sœurs d'infortune et elle dit « En vous écoutant, je comprends que je n'ai jamais perdu ma dignité et ce soir, je la retrouve. » Et si la Civise peut produire ça, c'est déjà beaucoup. Cela veut dire que la société a progressé, que la Civise est la cristallisation d'un progrès social et politique même, qui fait qu'aujourd'hui, vous, ou la société tout entière, nous demande de recueillir des témoignages, 19 000 à ce jour, ils augmentent chaque jour, donc depuis le 21 septembre, nous sommes passés de 16 000 à 19 000 à peu près. Et donc nous sommes capables de dire, nous vous croyons, nous aurions dû vous protéger. C'est ce que je fais depuis 2 ans. Et aujourd'hui, ça ne pose plus de problème à la société. On est capable de comprendre que lorsqu'une personne vient révéler des violences sexuelles, il faut la croire et faire le constat de l'absence de protection et de l'impunité des agresseurs. Et vous savez ce que j'ajoute à ceci? C'est que si aujourd'hui la société est prête à dire à des adultes « Nous vous croyons, nous aurions dû vous protéger il y a 50 ans », alors l'implicite contenu dans cette proposition consensuelle est de dire aux enfants aujourd'hui « Je te crois, je te protège ». Et nous ne nous serions pas présentés devant vous sans être fidèles à cette parole des témoins qui nous parlent, c'est-à-dire d'être tout de suite dans la préconisation des politiques publiques. Parce que ces 160 000 enfants, victimes de violences sexuelles chaque année, ils ne sont ni dans les tribunaux, ni dans les hôpitaux, ni dans les services sociaux. Vous savez que bon an, mal an, il y a 1000 condamnations par an, ce qui décrit un système d'impunité des agresseurs. Alors je dis un mot de l'organisation, vous me l'avez demandé, Madame la Présidente. Nous comptons à peu près 25, 27 membres. Tous les métiers de la protection de l'enfance sont représentés. Des médecins, des psychologues, des avocats, des magistrats, policiers, gendarmes, responsables de politique publique, de services de protection de l'enfance et victimes ou représentants d'associations de victimes. Nous travaillons en auditionnant des experts dans notre sous-commission pratique professionnelle protectrice, la sous-commission soins et accompagnement, la sous-commission police-justice et la sous-commission enjeux de société. C'est ce qui nous a permis d'élaborer, dès nos conclusions intermédiaires, 20 préconisations articulées autour de 4 axes fondamentaux qui structurent notre travail. Le premier, c'est le repérage des enfants victimes. Le second, le traitement judiciaire des violences sexuelles. Le troisième, la réparation incluant le soin. Vous avez raison, c'est une priorité. Et le quatrième et dernier est la prévention. Je suis d'accord avec vous, Madame la Présidente. La prévention et le repérage sont indissociables. Quand nous faisons du repérage, nous faisons de la prévention. Quand nous faisons de la prévention, nous faisons du repérage. Et que dans les 2 cas, la seule chose qui compte, la seule chose que la société peut attendre des professionnels qui travaillent avec des enfants est d'inspirer confiance aux enfants victimes. Chaque institutrice, chaque CPE, chaque médecin scolaire, chaque juge des enfants, chaque policier, chaque assistante sociale, et bien sûr j'oublie des métiers, pourrait se fixer cet objectif, inspirer confiance aux enfants. Et vous vous souvenez peut-être que la docteure Céline Gréco-Raphaël, dans son livre La démesure, dit à partir du moment où la CPE m'a attendu à la fin d'un cours, je suis devenu invincible. Alors je ne vous répéterai pas nos 20 préconisations que vous connaissez, que vous avez bien voulu rappeler. Le repérage, puisque c'est le premier point qui attire votre attention, pour la Civise, c'est le repérage par le questionnement systématique. Vous êtes spécialiste et particulièrement engagé pour la protection des enfants,
et vous connaissez, comme de nombreux professionnels, le tableau clinique des enfants victimes de violences sexuelles, qui correspond à celui des enfants victimes de violences conjugales et peut-être aussi d'autres violences. Il est possible de repérer par l'attention, la vigilance, au comportement, aux attitudes de l'enfant dans ses lieux de vie, notamment à l'école. Mais tous les enfants ne présentent pas les mêmes signes, au même moment, de la même manière, avec la même intensité. De sorte qu'il serait périlleux d'attendre d'être, comme professionnel, interpellé par un signe. Donc, et en cela, nous ne faisons que nous recommander des travaux de la Haute Autorité de Santé et de la Mission interministérielle de protection des femmes victimes de violences, la MIPROF. Nous préconisons le repérage par le questionnement systématique. Et c'est là, vous avez raison, que la prévention et le repérage sont indissociables. Parce que ces séances d'éducation à la vie sexuelle et affective, nous aimons ajouter le mot affectif dans cet acronyme et ce vocable, sont l'espace privilégié où on peut parler aux enfants de la vie affective et peut-être de la sexualité, mais surtout de la loi et du corps. Et on pourrait dire que la Civis sonore, elle le doit notamment à l'une de ses membres, Marie Rabatel, d'avoir élaboré une préconisation qui vise à protéger tous les enfants à partir de l'attention particulière que nous devons aux enfants handicapés qui, comme vous le savez, courent un risque 2,9 fois plus élevé d'être victimes de viols et d'agressions sexuelles, qui est celui de l'éveil des enfants à l'intimité, et notamment à l'intimité corporelle, et de l'éveil des adultes, et même des professionnels, au respect de l'intimité des enfants. Et j'ai été très attentif à deux informations qui nous ont été données. La première, particulièrement s'agissant des enfants handicapés, que ce sont des enfants à qui on ne demande jamais l'autorisation ou même un avis sur ce qu'ils pensent des soins qu'on leur donne. Ce qui est une manière de ne pas prendre en compte leur intimité. Et l'autre formule est celle d'un expert pédopsychiatre qui attirait notre attention en nous disant « Remarquez que dans l'existence des humains, il arrive un jour, et ce jour c'est l'anniversaire des 7 ans, où on dit à un enfant, si un adulte te dit « monte dans ma voiture, je vais te donner des bonbons », tu dois lui dire non. Et pendant les 7 années qui auront précédé, on ne lui aura enseigné qu'une chose, à dire oui. Il y a donc une mission très importante dans l'éducation à la vie affective et sexuelle, à condition, sur le modèle de ce document que vous connaissez et qui reste très actuel, Mon corps c'est mon corps, d'être centré sur la loi et la violence. Et j'ajouterais sur l'éducation à la vie sexuelle et affective, principalement dans ce champ, mais dans tous les autres, que nous devons être extrêmement vigilants aux besoins fondamentaux des enfants. Vous savez que j'avais participé en 2016-2017 à la démarche de consensus sur les besoins fondamentaux des enfants en protection de l'enfance, et que ces séances doivent être organisées dans le respect du développement et de l'âge de l'enfant. On ne parle pas de la même manière du corps, de l'affectivité, de la sexualité, et on ne montre pas les mêmes images à un enfant de maternelle, vous l'avez dit, je suis d'accord avec vous, c'est le bon moment pour commencer, ou à une adolescente ou un adolescent de 16 ou 17 ans. Le ministère de l'Éducation nationale a publié récemment le rapport sur la mise en place de ces séances. Nous savons qu'elles sont insuffisamment mises en place. Nous savons que le contenu de ce qui est dispensé est insuffisamment vérifié. Et c'est pourquoi je pense que votre délégation pourrait très utilement et avec une très grande puissance recommander ce que, pour ma part, j'aimerais même que la Civis fasse si elle en avait le temps, nous en parlerons tout à l'heure, du temps qui passe, pouvoir élaborer un guide consensuel d'éducation à la vie affective et sexuelle qui respecterait les étapes du développement de l'enfant et de son âge. S'agissant de la cellule de soutien aux professionnels, c'est la préconisation que nous avons formulée
dès que nous avons formulé la préconisation sur le repérage systématique, et je me permets d'insister que le repérage systématique vaut pour les adultes que ces enfants sont devenus. L'espace médical est un espace privilégié pour ça, mais pas seulement. Parce que ce que nous constatons aussi, nous, à la Civise, en recevant près de 20 000 témoignages, c'est que les personnes qui ont été victimes de violences sexuelles dans leur enfance continuent de vivre dans une forme, sinon de solitude, en tout cas d'incompréhension par leur entourage de la gravité des violences et de l'impact qui perdure. Donc le repérage qui permet un dialogue en confiance est fondamental. La contrepartie de cette exigence à l'égard des professionnels, c'est la cellule de soutien. Évidemment que le gouvernement ait annoncé qu'il allait reprendre cette préconisation est pour la Civise un très grand motif de satisfaction. Je me permets très humblement d'attirer l'attention de la délégation aux droits de l'enfant sur le fait qu'à notre sens, cette cellule de soutien aux professionnels doit être garante de ce que j'appelle une doctrine nationale, c'est-à-dire un message unique et cohérent. Unique, cohérent et volontariste, résolument du côté de la protection, du parti pris de la protection des enfants. Poser la question, croire l'enfant, le protéger instantanément. Pour que cette cellule garantisse une doctrine nationale, il faut qu'elle soit nationale, unique, constituée de professionnels qui pourraient très utilement se référer au livret que la Civise vient de publier, qui est notre livret de formation, repéré et signalé, qui s'appuie sur un court-métrage réalisé par Johanna Bedeau, Mélissa et les autres, et qui a déjà été téléchargé à 5000 unités par les professionnels sur l'ensemble du territoire national, ce qui correspond déjà à l'amorce d'une doctrine nationale. Alors, je sais que parmi les projets, il y a l'idée que cette cellule pourrait être départementalisée. Et juge des enfants, j'ai été attaché à des territoires, à Marseille, à Bobigny, à Draguignan et ailleurs. Et je sais bien à quel point les réalités locales sont fondamentales et doivent être prises en compte. Mais je sais aussi que, d'une part, un médecin sait déjà qu'il peut appeler son confrère ou sa consoeur spécialement référente des violences faites aux enfants sur son territoire, donc ce ne serait pas une nouveauté, et qu'un professionnel ayant des responsabilités institutionnelles dans une UAPED ou une CRIP, par exemple, est toujours aussi déterminé par des contraintes locales qui vont conditionner sa réponse. C'est pourquoi il faut que cette cellule soit une nouveauté, qu'elle ne soit pas rattachée à quelque chose qui existe déjà, mais qu'elle soit porteuse de cette doctrine. Je le dis aussi clairement que je le pense et je vous prie de m'en excuser. Sur les soins spécialisés en psychotrauma, alors sur les UAPED, évidemment, la cellule la Civise avait préconisé, se référant à cela, à ce que Adrien Taquet avait déjà fait dans son travail ministériel, au déploiement des UAPED. Et je me cantonnerai à trois remarques. La première, le documentaire que Infrarouge a diffusé il y a quelques jours, que vous avez sans doute vu, mesdames et messieurs les députés, montre à quel point la protection des enfants et la lutte contre l'impunité des violences sexuelles exigent un très haut niveau de compétence. Une société comme la nôtre arrive à le comprendre pour le droit des affaires, le droit de l'environnement et toute autre chose éminemment sérieuse. Elle est peut-être en train de le comprendre pour ce que j'appelle les violences de la maison, les violences de l'intime, violences conjugales, violences sexuelles, inceste. Deuxièmement, les UAPED ont besoin de professionnels qui soient réellement présents dans les services, c'est-à-dire des moyens qui permettront de garantir que non seulement les structures existent et qu'on peut dire qu'elles existent, mais qu'elles sont dotées de professionnels qui accueillent les enfants. Et notre première visite était à l'UAPED de Nantes.
j'ai pour la médecin qui la dirige et pour toutes ses consoeurs et confrères un infini respect et je sais la qualité du travail qu'ils et elles font. Sur les soins spécialisés, je vous disais mon interrogation rétrospective. Lorsque j'ai reçu la parole de ces enfants dans les tribunaux où étaient juges des enfants, je me demande désormais si j'ai été capable de me représenter l'horreur de leur existence et, au moment de leur enfance, l'intensité de leur souffrance et du fait que cette souffrance durerait tout au long de leur vie. Recueillir les témoignages des personnes adultes qui font confiance à la Ciivise nous permet de dire qu'il existe une autre injustice très grande dans la société, c'est que les soins spécialisés en psychotrauma existent et qu'ils ne sont pas dispensés. Alors, instantanément, ça éveille en moi le souvenir d'une situation quand j'étais juge des enfants, d'une petite fille victime de violences conjugales, de viol conjugal devant les enfants, d'inceste, de violences physiques pour toute la fratrie, et qui était confiée à une famille d'accueil et qui faisait des cauchemars traumatiques toutes les nuits et qui avait l'impression que son agresseur, son père, était dans sa chambre. J'avais écrit dans mon jugement, elle doit bénéficier de soins spécialisés en psychotrauma. On m'avait répondu querelle de chapelle. Et hélas, je crois pouvoir dire que ce mécanisme de défense est toujours extrêmement puissant. Or, ces soins spécialisés existent. Ils ne sont pas dispensés. Bien sûr que ça impose que vous votiez les budgets nécessaires pour que les médecins soient formés et qu'ils aient les conditions matérielles pour dispenser ces soins. Mais la protection des enfants victimes et des adultes qu'ils deviennent coûtera toujours moins cher que l'impunité des agresseurs et que la souffrance perpétuelle. Le coût social sera toujours beaucoup moins élevé. La Ciivise espère pouvoir préconiser, proposer aussi précisément que possible un parcours de soins pour les enfants victimes et les adultes qu'ils deviennent. Vous m'avez interrogé sur le protocole féminicide. Et évidemment, je ne peux que, moi aussi, me référer à ce modèle et à rendre hommage tout particulièrement à Ernestine Ronay, responsable de l'Observatoire des violences faites aux femmes du département de la Seine-Saint-Denis et membre de la Ciivise, qui l'avait élaboré avec les services de soins, les services de la docteure Clémentine Rapaport et les magistrats du parquet et du siège du tribunal de grande instance, tribunal judiciaire de Bobigny. Et c'est un excellent modèle. Parce que nous voyons, à partir des dispositifs spécialisés qui ont été créés en Seine-Saint-Denis pour lutter contre la violence conjugale, que ces dispositifs ne dissocient jamais la mise en sécurité de l'enfant ou du parent victime et le traitement de l'autorité parentale, et que ce protocole féminicide répond aussi à une des préoccupations à laquelle nous sommes en train de travailler s'agissant des violences sexuelles, c'est qu'il est la garantie de la prise en compte instantanée de la souffrance psychique de l'enfant. Spontanément, on pense que lorsqu'un enfant a vécu des violences aussi graves que l'assassinat de sa mère par son père ou qu'un viol incestueux, il est préférable de le laisser dans le milieu qu'il connaît le mieux, sans penser que cet univers qu'il connaît le mieux peut être la scène de crime elle-même, sans penser que les personnes qui l'entourent et qui, sans doute le plus souvent, ont beaucoup de bonnes intentions pour lui ou elle, sont insuffisamment formés à l'état de stress post-traumatique et aux reviviscences traumatiques. Et donc ce protocole est un très bon modèle, on pourrait y réfléchir pour les violences sexuelles, garantir la sécurité de l'enfant et les soins en urgence. Mais évoquer le protocole féminicide, c'est instantanément évoquer la question de l'autorité parentale. La Ciivise a fait, dès le 27 octobre 2021, dans son premier avis sur l'inceste parental à propos des mères en lutte, 3 préconisations. Parce que dès le 21 janvier 2021, nous avons reçu des centaines et des centaines d'appels au secours de parents protecteurs, le plus souvent des mères, qui disaient « Mon enfant m'a révélé être victime d'inceste parental. J'ai cru faire mon devoir en allant au tribunal, au commissariat, à la gendarmerie, à l'hôpital. On m'a accusé de mentir. Mon enfant est obligé d'aller chez son agresseur. » Préconisation numéro 1.
suspendre les poursuites pénales pour non-représentation d'enfants lorsqu'une enquête pénale est en cours contre un parent pour inceste. Tout le monde ne fait pas l'objet d'une enquête pénale pour inceste. Même trop peu de personnes, puisque les 160 000 enfants sont invisibles. Quand il y a cette enquête, il faut bien que l'enfant soit quelque part, si possible, qu'il soit chez le parent qui ne fait pas l'objet de la révélation de violence. Ça paraît aller de soi. Nous avons été contestés, mais nous assumons cette préconisation qui est résolument du côté des enfants. Le décret du 23 novembre 2021 l'a traduite dans le Code de procédure pénale en disant « Un parent ne peut pas être poursuivi pour non-représentation d'enfant tant que toute la lumière n'a pas été faite sur les violences alléguées contre l'enfant. » Le problème est que 70% des plaintes sont classées sans suite. Et qu'il faudra bien, à un moment ou à un autre, qu'on prenne plus au sérieux la parole des enfants. Car on ne peut pas continuer d'envoyer des injonctions paradoxales. Faites-nous confiance, mais ne nous parlez pas de viol. Protégez vos enfants, mais ne nous parlez pas d'inceste. Signalez les violences sexuelles faites aux enfants, mais vous risquez des sanctions disciplinaires pour immixtion dans la vie privée des familles. Une injonction paradoxale, ça paralyse. Troisième de nos préconisations, retrait automatique de l'autorité parentale en cas de condamnation pour inceste. Et je réponds immédiatement à la question que vous m'avez posée, Madame la Présidente. Oui, les préconisations que la Civis fait dans son champ d'études, les violences sexuelles faites aux enfants, ont vocation à être étendues à l'ensemble des violences faites aux enfants, incluant les violences conjugales. Et pourquoi nous faisons ces préconisations ? Parce qu'il est déjà prévu dans le Code civil qu'une juridiction pénale puisse retirer l'autorité parentale à un parent condamné pour inceste. Mais c'est rarissime, comme c'est rarissime dans les cas de violence conjugale et même de féminicide, que parfois ce n'est même pas demandé par le service de protection de l'enfance ou l'avocat qui le représente. C'est donc ce que j'appelle depuis 15 ans maintenant, je ne vous surprendrai pas, une législation plus impérative. Et je vous dis très simplement, mesdames et messieurs les députés, le fond de ma pensée, il y a des situations où vous ne pouvez pas voter des lois en consentant à ce que leur mise en œuvre soit aléatoire, selon les représentations que les professionnels chargés de l'appliquer se feront de la violence et de la protection des victimes de violences. Plutôt que de dire « la cour d'assises peut retirer l'autorité parentale », il suffit de changer un mot dans le Code civil et d'écrire « la cour d'assises retire l'autorité parentale ». On dit que c'est inconstitutionnel, on dit que c'est inconventionnel. Aucun principe n'est contraire à la raison. Et il n'y a pas de transgression plus grave de l'autorité parentale que de violer sa fille ou son fils. Alors, pour passer le cap de la constitutionnalité, de la conventionnalité, je le sais, on vous demandera d'ajouter « sauf décision contraire et spécialement motivée ». Entre ces deux préconisations, il y a la troisième, la deuxième en réalité, qui est la suspension de plein droit, législation impérative, de l'autorité parentale et du droit de visite et d'hébergement du parent faisant l'objet de poursuites pénales pour inceste, sur le modèle de la législation qui a fait suite au Grenelle sur les violences conjugales. 70% des plaintes sont classées sans suite. Quand les plaintes ne sont pas classées sans suite, que le procureur de la République demande à un juge d'instruction de mettre en examen un parent pour viol incestueux ou saisit un tribunal correctionnel pour agression sexuelle incestueuse, nous pensons qu'il est légitime que le législateur prévoit dans la loi que, jusqu'au jugement, l'autorité parentale et le droit de visite et d'hébergement seront suspendus de plein droit. La question est, qui veut-on protéger ? Si c'est l'enfant, je pense que vous pouvez écrire les choses de cette façon-là dans le Code civil ou le Code de procédure pénale. Alors, s'agissant de l'obligation de signalement des médecins, et je m'arrêterai, pardon d'avoir été trop long, je dirais deux choses. La première, se trouver en présence d'un enfant qui vous révèle qu'il est victime de viol et d'agressions sexuelles, notamment d'inceste, est de l'ordre de l'insoutenable. Et un humain normal veut mettre à distance de lui les images que produisent les mots que prononce l'enfant. Et les médecins
la HAS le redit d'ailleurs, sont dans une position privilégiée pour le repérage. Mais il faut que, pour eux, comme à tout autre professionnel, pas moins qu'aux autres professionnels, les règles déontologiques et légales qui structurent leur exercice professionnel soient claires, car l'insécurité naît de règles confuses. Et vous savez, aussi bien que moi, et sans doute mieux que moi, compte tenu de toutes les personnes qui ont dû, avant la Civis, vous demander d'être en faveur de cette obligation de signalement, que l'articulation de la législation et des normes réglementaires déontologiques applicables aux médecins génère des règles extrêmement confuses. J'ai compris que je ne dois pas être enquêteur, mais médecin. Est-ce que j'ai des suspicions ou une certitude ? Est-ce que je suis dans un cas où je dois signaler, faire une information préoccupante, ou risquais-je des poursuites pour immixtion dans la vie privée des familles ? Il faut clarifier la loi et qu'il soit écrit très simplement que le médecin, comme tout autre professionnel, a une obligation de signalement quand il suspecte qu'un enfant est victime de violences telles que les violences sexuelles. Le silence, c'est l'arme de l'agresseur. Il faut amorcer la chaîne de la protection et que l'enfant comprenne que nul n'est intimidé par le silence imposé par l'agresseur. Mais chaque exigence imposée à un professionnel implique une protection, et donc la protection contre les poursuites disciplinaires. Il est anormal que des médecins protecteurs soient sanctionnés pour avoir voulu protéger des enfants, alors même qu'on leur dit « vous ne devez pas vous prendre pour des enquêteurs ». Donc à quel moment doivent-ils amorcer la chaîne de la protection ? Sinon au moment où ils se disent « il est possible que cet enfant soit victime de violence ». Si nous voulons protéger les enfants, protégeons les parents protecteurs et les professionnels protecteurs. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette première prise de parole. Je vous propose de laisser la parole à un représentant de chaque groupe politique dans un premier temps, pour une durée de 2 minutes, chers collègues. Pour débuter, Madame Dubré-Chirat. Merci Madame la Présidente, Monsieur le juge et coprésident. Je tiens à vous remercier vraiment de votre présence à cette audition dans le cadre de la délégation. Installée par Adrien Taquet en mars 2021, cette commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants que vous coprésidez avec Nathalie Mathieu fonctionne depuis 18 mois. Vous l'avez rappelé, une personne sur 10 a été victime de violences sexuelles dans son enfance. 5,5 millions de femmes et d'hommes, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année. Votre mission est d'accompagner un changement de société pour permettre à la France de s'engager de manière déterminée pour une protection des mineurs par l'instauration d'une culture de la prévention et de la protection. Vous vous attachez à rendre ces jeunes visibles, à partager leur traumatisme, à faire prendre conscience de la gravité de la situation, mais aussi à formuler des mesures pour lutter contre les auteurs de ces actes ignobles. En octobre 2021, dans un premier rapport, vous avez fait des préconisations importantes sur l'autorité parentale et le droit de visite et d'hébergement du parent poursuivi et de son retrait systématique en cas de condamnation. Le garde des Sceaux et la secrétaire d'État chargée de l'enfance se sont prononcés pour une évolution de la réglementation. Nous l'appelons de nos voeux et nous serons au rendez-vous pour modifier la loi. Je souhaiterais d'autre part avoir votre avis sur l'impact psychologique des enfants exposés aux violences intrafamiliales et leur nécessaire protection. Elles se superposent souvent aux violences physiques et sont annonciatrices de violences à venir. Sous la précédente mandature, nous avons travaillé avec ma collègue Marie Tamarel Verhaeghe. Nous avons fait des propositions pour suspendre l'autorité parentale et le droit de visite pour toute poursuite ou condamnation, reconnaître l'enfant victime pour son accompagnement avec un avocat et sa prise en charge psychologique. En septembre 2022, lors de la restitution de votre appel à témoignage, qui a duré 1 an, d'hommes et de femmes, vous leur avez garanti la possibilité d'avoir des soins. Depuis des années, nous avons tenté d'améliorer les signalements et nous nous confrontons à la réticence des professionnels évoquant d'une part le secret médical, d'autre part la délation. Comment pensez-vous pouvoir avancer sur ce sujet ? D'autre part, vous avez mis en place un outil de formation à l'ensemble des professionnels. Pouvez-vous nous en dire plus sur les moyens de détection proposés, ainsi que sur les attentes et le retour de ces professionnels, ainsi que sur les numéros d'appel
comment gérez-vous les liens avec les parents suite aux annonces des enfants sur ces appels téléphoniques et avec les instances concernées? Je vous remercie. Merci beaucoup. Pour le groupe LFI, Monsieur Gaillard. Monsieur le coprésident, tout d'abord, je tiens à vous remercier en tant que professionnel de la protection de l'enfance, et je pense au nom d'un certain nombre de professionnels de la protection de l'enfance, pour votre travail et le travail de votre commission, et pour les propos que vous avez tenus, en particulier sur les moyens, en particulier sur la doctrine nationale, et ça pose la question de la recentralisation de la compétence de la protection de l'enfance dans notre pays, et puis en particulier aussi sur les difficultés à travailler, recueillir, accepter, parfois vivre avec, vous êtes juge des enfants, les paroles qu'on recueille, les situations avec lesquelles on travaille. Et justement, ma question, en tout cas la remarque que je tiens à faire, est en rapport avec les professionnels. Je suis député de La Réunion comme ma collègue Karine Lebon à côté de moi. La Civis a prévenu de venir normalement au premier semestre 2023 à La Réunion et à Mayotte. Dans cette optique, je me fais un peu le porte-parole des professionnels de la protection de l'enfance et de tous ceux qui gravitent autour de la protection de l'enfance, qui réclament des formations adaptées depuis longtemps, et dans le processus initial de formation des travailleurs sociaux, par exemple, mais également des formations adaptées tout au long du cursus professionnel, que ce soit à la maternité, à l'école, au niveau des avocats, des juges, des éducateurs spécialisés, des éducatrices ou éducateurs de jeunes enfants, des assistantes sociales. En fait, tous réclament d'être formés au repérage, vous en avez parlé, au repérage des violences que subissent ces enfants. C'est la première étape nécessaire de notre point de vue. C'est former ce qu'on pourrait appeler les travailleurs de la première ligne, qui sont capables de repérer, d'orienter, d'offrir un cadre sécurisé aux victimes et de sortir du fait noir, c'est une expression réunionnaise, de sortir de l'obscurité. Finalement, la question des violences sexuelles faites aux enfants, les chiffres que vous nous donnez sont très clairs à ce niveau-là. Et donc, si on est dans cette dynamique-là, et c'est très bien qu'on le soit au niveau collectif, il faut derrière des moyens, des formations adaptées pour les personnes qui puissent prendre en charge ces problématiques. Je vous remercie. Je vous remercie. Pour les Républicains, Monsieur Portier. Merci Madame la Présidente. Monsieur le coprésident, ma question portera sur l'éducation à la sexualité. Vous en parlez notamment en page 69 du rapport, il y a une partie qui lui est consacrée. Vous indiquez notamment, je cite, « L'école, parce qu'elle est le lieu fréquenté par la quasi-totalité des enfants et où ils passent le plus de temps, est un espace privilégié. L'éducation à la sexualité est à ce titre incontournable. » On en comprend les raisons, vous les avez indiquées. Je ne reviendrai pas sur un débat qu'on a pu avoir la semaine dernière, de ce qu'on attend de l'école et de ses nombreuses missions, mais plutôt des difficultés concrètes à mettre en œuvre cette mission si on attend de l'école qu'elle le fasse. Plusieurs rapports ont soulevé ces dernières années la difficulté à aller traduire ça par justement des parcours qui soient concrets en classe, qui soient accessibles. Vous connaissez les rapports, donc je ne les rappellerai pas, vous en connaissez la liste, mais notamment dans les freins, si on peut les résumer, qui ont été évoqués ces dernières années. On a trouvé très fréquemment une faible participation des enseignants, un manque de clarté du cadre et des attendus aussi à l'égard des enseignants, et puis finalement le sens qu'on donne à cet enseignement dans le projet des établissements, dans le projet même de l'éducation nationale. Ma question est donc double, c'est pensez-vous aujourd'hui que les enseignants sont suffisamment armés pour porter cette éducation à la sexualité que vous appelez de vos voeux? Et de manière plus prudente, est-ce que la démultiplication des outils aujourd'hui, des circulaires, des instructions, des vade-mecum en tous sens sur beaucoup de thématiques qui sont toutes importantes, ne pourrait pas décourager, d'après vous, les enseignants eux-mêmes? Est-ce qu'il n'y a pas un travail de rationalisation de tous ces outils? Comment les mener? Merci. Merci beaucoup. Pour le groupe MoDem, Monsieur Balanant. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Président pour votre exposé. J'ai pas pu arriver au début, mais j'ai eu une bonne partie et j'ai vu vos chiffres. Et vos chiffres, ils sont effarants quelque part. Enfin, on est sur quelque chose qui est un désastre sanitaire et social et culturel pour notre pays. Et donc, il faut qu'on avance et il faut qu'on réagisse très vite. J'ai été très touché par ce que vous avez dit sur l'âge de 7 ans et la question de ce qu'on appelle souvent l'âge de raison de nos enfants. C'est terrible ce fait.
que nos enfants commenceraient à avoir cette interrogation à partir de 7 ans et qu'avant, ça serait tabou. Et je pense que c'est là qu'il faut commencer. C'est-à-dire que l'éducation à la vie sexuelle, affective, elle doit commencer sans doute peut-être dès la maternelle. Ça me semble évident. Et on voit encore aujourd'hui les freins sur ce sujet-là. Moi, je crois, c'est la conviction que j'ai pour avoir travaillé depuis un moment maintenant sur la question du droit des enfants, que c'est justement l'angle mort. C'est-à-dire que expliquer à nos enfants qu'ils ont des droits, c'est ce que nous ne savons pas faire dans notre pays. Et à partir du moment où on ne connaît pas ces droits, on est dans l'incapacité d'exprimer l'atteinte qu'on a pu avoir, puisqu'on ne connaît pas ces droits. Et j'aimerais avoir votre avis sur cette idée de multiplier, de massifier l'idée de dire ces droits aux enfants. Et je pense qu'on peut aussi justement répondre à cette idée de faire de l'éducation sexuelle et affective par les droits, par l'explication à un enfant de ce qu'est son corps, de ce qui, évidemment, mais aussi du droit qu'il en a à disposer et la façon dont il peut en disposer. Et je crois que c'est un angle mort de la façon de travailler, quelque chose que nous n'avons pas aujourd'hui. Et ensuite, le corollaire, c'est que je pense que, et vous l'avez un peu dit, c'est qu'il faut qu'il y ait une filière juridique très organisée autour du droit de l'enfance. Et ça veut dire sans doute, et aujourd'hui je crois que ce n'est pas suffisamment le cas, d'avoir des avocats spécialisés du droit de l'enfance. Et donc on avait été un certain nombre, avec la présidente, assez le temps est passé, à apporter juste la question de l'automaticité de la représentation d'un avocat pour les enfants, que l'enfant puisse avoir un avocat à chaque fois, parce que quand il y a un problème avec ses parents, par définition, si c'est l'avocat des parents, il y a quelque chose qui ne va pas. Excusez-moi d'avoir été trop long, je n'avais pas vu de chrono, donc j'ai un peu débordé. Je veille. Pour le groupe socialiste, Madame Santiago. Monsieur le Président de la Civis, cher Édouard, de mon parcours de vice-présidente du Conseil départemental du Val-de-Marne, chargée de la prévention et de la protection de l'enfance, en qualité de chef de file d'une politique publique majeure pour les départements, portée durant 12 années, où nous avons pu avoir ensemble de nombreux échanges et colloques durant toutes ces années, de membres du CNPE, puis de députés depuis septembre 2020, et de ce riche parcours atypique, où j'ai trop souvent entendu et croisé ce que vous avez formidablement bien décrit, l'indicible. J'ai vu la souffrance des petites victimes. Nous l'avons accompagnée du mieux possible. Et aujourd'hui, il est essentiel, et je le redis devant mes collègues, je le dis souvent en séance, il y a urgence lorsqu'il s'agit des victimes, des petites victimes en France, de nos enfants à protéger. Aussi, je n'aborderai qu'un seul point, et qui mérite, du coup, j'attends votre éclairage, cher Édouard. Pour rappel, en mars 2021, je présentais plusieurs amendements lors d'un débat sur le texte de Madame Billon, après la PPL que j'avais déposée en décembre 2020 et qui a été votée en première lecture en février 2021, à l'unanimité portant sur les violences sexuelles faites aux mineurs. Nous abordions, pour la première fois, le consentement concernant le seuil d'âge sur les violences sexuelles et les questions de l'inceste à l'Assemblée nationale. Souvenir d'un très beau combat parlementaire, hein. Mais dans l'amendement déposé en mars 2021, j'abordais cette question que j'avais souvent rencontrée en acteur de terrain, qui était une de vos préconisations, à savoir, qui était donc à cette époque-là l'observation que nous devions protéger les enfants lors d'une parole qui avait pu être donnée sur des violences sexuelles faites à un enfant dans le cadre de la DVH et du parent protecteur. Ce à quoi le garde des Sceaux, en mars 2021, a été défavorable. Et il l'a rejeté, cet amendement. Quand vous l'avez présenté par la suite comme une recommandation par la Civis, ça a été suivi des faits. Ce que je voudrais savoir, et donc du coup, gros impact par rapport aux législateurs. Mais ce que je voudrais vous demander, en fait, pour finir, c'est que je voudrais savoir si toutes les recommandations sont travaillées avec le garde des Sceaux pour que nous, législateurs, y compris quand on fait les demandes et qu'on avait bien perçu les problématiques, on puisse être suivis dans l'intérêt général du travail législatif
avec les enfants et qu'on ne soit pas avec des questions comme on a pu les rencontrer en mars 2021. Et je sais que vous le savez, on en a souvent parlé ensemble. Merci Isabelle. Pour le groupe écologique, Madame Pasquini. Madame la Présidente, Monsieur le coprésident, le repérage des situations d'inceste et de violences sexuelles dont les enfants sont victimes, on l'a dit, reste difficile. Nous devons mieux identifier les signaux d'alerte et si la parole des enfants doit être libérée, le personnel qui la reçoit doit être mieux outillé. Dans ce contexte, l'école pourrait être un lieu de repérage privilégié. Mais recueillir la parole des enfants demande un cadre et ce cadre nécessite du temps et des moyens. Or, il y a de moins en moins d'infirmiers, d'assistants sociaux, de psychologues et de médecins scolaires. Donc, nombre de situations de violence et d'inceste risquent de passer à la trappe à cause de ce sous-effectif permanent. Si un enfant sur 10 est victime d'inceste, en moyenne 2 élèves par classe sont potentiellement concernés. Les professionnels de la médecine scolaire demandent désespérément plus de moyens. Le repérage de ces situations devrait se faire au travers de visites médicales obligatoires et grâce à l'œil attentif des professionnels qui entourent les élèves. Pensez-vous que cela soit suffisant et réellement applicable vu le travail dans l'urgence que sont contraints de faire ces acteurs? Et comme le disait mon collègue, pensez-vous que les enseignants soient assez formés sur ce sujet et armés lorsqu'une situation se présente? Merci beaucoup. Et pour finir ce premier tour de table, Madame Lebon pour le groupe GDR. Merci Madame la Présidente. Monsieur le coprésident, chers collègues, à La Réunion, 4000 enfants seraient victimes d'inceste chaque année. Et à La Réunion, il n'existe que 2 salles Mélanie. Ces salles sont intégrées au parcours de soins hospitaliers. Elles sont situées dans le service de victimologie des hôpitaux de Saint-Denis au nord de l'île et de Saint-Pierre au sud. Dans vos conclusions intermédiaires datées du 31 mars 2022, vous mentionnez que, dans le cadre du second plan de lutte contre les violences faites aux enfants 2020-2022, le secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles a prévu de généraliser les unités d'accueil pédiatrique enfants en danger à l'ensemble du territoire. Il n'y a pas d'UAPED à La Réunion, malgré l'annonce d'Adrien Taquet en 2020 lors de sa visite sur le territoire. Cependant, il y a bien 2 services de victimologie qui font un travail notable. Il faut d'ailleurs compter 1 mois d'attente pour obtenir un rendez-vous, sauf urgence. Dans ce même rapport, vous recommandez le déploiement d'une salle Mélanie par compagnie dans les zones de gendarmerie. À La Réunion, il semble que la stratégie soit tout autre, puisqu'aucune salle n'est située dans les locaux des forces de l'ordre, police ou gendarmerie. Est-ce judicieux si l'on souhaite assurer un parcours judiciaire adapté aux enfants, recueillir leurs paroles dans des conditions propices à un témoignage de qualité? Et avant l'audition, il y a la dénonciation des faits par l'enfant lui-même, par un parent ou par un tiers extérieur à la famille. S'agissant des médecins, en novembre 2014, la HAS indiquait que la maltraitance des enfants était sous-déclarée, vous l'avez dit, par les médecins en France, avec à peine 5% des signalements provenant du secteur médical. L'ordre des médecins justifie souvent la posture des professionnels par le risque de représailles qui existe. Il est réel. En tant qu'enseignante, j'ai également été confrontée à ce type de situation. Quelles préconisations apporter pour protéger l'identité de l'auteur de signalement, qu'il soit médecin, enseignant, voisin, ami de la famille? Ne serait-il pas possible de garantir l'anonymisation de ces personnes? Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Monsieur le juge, je vous laisse répondre à cette première salve de questions, si vous le voulez bien. Je vous remercie. D'un certain point de vue, l'ampleur, l'amplitude de vos questions démontre la confiance que vous accordez à la Civise. Je vais essayer d'être à la hauteur de la tâche en les regroupant aussi précisément que possible, peut-être dans une sorte d'ordre chronologique, si nous essayons de suivre un enfant victime avant la révélation jusqu'à l'âge adulte. Si je devais commencer par l'étape qui précède le repérage et la révélation, je retiendrai d'abord la question que Madame la députée Dubré-Chirat a bien voulu poser sur les violences conjugales. Donc, je vous remercie d'avoir fait ce lien, car il est extrêmement important à plus d'un titre. Les mécanismes de la violence sont les mêmes, la stratégie de l'agresseur est la même, l'impact psychotraumatique est du même ordre, et la prévalence se retrouve. La violence est toujours un instrument pour obtenir le pouvoir,
il passe aussi par le sexuel. Et il y a en effet, dans les violences conjugales, un risque beaucoup plus élevé d'inceste sur la fille par le violent conjugal. C'est documenté. Et s'agissant des violences conjugales tout particulièrement, nous savons que l'impact traumatique sur l'enfant est de l'ordre de l'exposition de l'enfant à une scène de guerre ou de terrorisme, que notamment parce que il implique ce que la psychologue Karen Salli appelle un conflit de protection et non un conflit de loyauté, et qu'un enfant même tout petit doit résoudre un dilemme extrêmement difficile dans un temps très court. Est-ce que je me protège? Est-ce que je protège ma mère? Est-ce que je protège mon père? Et ça désorganise le psychisme et le développement. Nous sommes donc face à une réalité extrêmement massive qui a des conséquences extrêmement graves et durables sur le bien-être et le développement des enfants. Et vous savez que on retrouve, le docteur Berger le dit dans sa clinique des enfants les plus violents, parmi les enfants les plus violents et notamment délinquants, une surreprésentation d'enfants victimes de violences conjugales. Il faut absolument le prendre au sérieux. Le problème est que nous ne voulons pas toucher à la parentalité. Et qu'on fait comme si ce qui se passait dans la conjugalité et ce qui se passait dans la parentalité n'étaient pas liés, alors que ce sont deux problèmes indissociables dans la vie réelle, des humains réels et pas imaginaires. Et que je ne m'explique pas pourquoi, face à des sujets qui transgressent la loi, et notamment la loi sur l'autorité parentale, c'est-à-dire leur devoir de protection et d'éducation, on ne prévoit pas de leur retirer les moyens juridiques de perpétuer la violence et l'emprise, même après la séparation, par l'exercice de l'autorité parentale. Voilà pourquoi je dis aussi depuis très longtemps, et je ne suis pas le seul, qu'il faut aussi une législation impérative dans les violences conjugales, et qu'il faut écrire dans le Code civil que lorsqu'il y a des violences conjugales, l'exercice de l'autorité parentale est attribué exclusivement aux parents victimes et que les droits de visite et d'hébergement, les rencontres entre le parent violent et l'enfant, elles sont maintenues, ne peuvent l'être que dans un espace de rencontre protégé. Parce qu'il suffit d'un regard pour survictimiser une personne déjà victime de violence. Donc je vous remercie d'avoir posé cette question et vous voyez à quel point je m'y implique parce que, en effet, c'est dit depuis si longtemps. Je ne vois pas pourquoi on continue d'opposer des principes à la protection des enfants réels. Nous les interprétons mal. Aucun principe n'a jamais été pensé pour générer l'impunité des agresseurs. Alors l'étape d'après, bien sûr, c'est le repérage. Parce que dans la stratégie de l'agresseur, telle qu'elle a été conceptualisée par le collectif féministe contre le viol, Ernestine Renet, Emmanuelle Piette, Marie-France Casalis, c'est-à-dire ce qu'on retrouve dans les récits des victimes de violences sexuelles, notamment d'inceste et de violences conjugales, il y a toujours les mêmes étapes. Il isole la victime, il crée un climat de peur et de terreur, il passe à l'acte, il impose le silence, il inverse la culpabilité, il recherche des alliés, c'est-à-dire nous, et il assure son impunité. Comment voulez-vous qu'un enfant victime de violence, d'inceste, pour ce qui concerne la civise, dans ce cas particulier, de lui-même, d'elle-même, sorte du silence, s'il n'y a pas un adulte qui vient inspirer confiance? Vous savez, évidemment, dans mon engagement, et en tant que magistrat, je fréquente des juristes et des futurs juristes, donc y compris des élèves, et notamment d'élèves d'avocats. Et j'ai su très récemment que dans un des cours dans une école d'avocats, on disait, si un enfant révèle des violences, il faut lui dire, tu sais que la personne dont tu parles risque d'aller en prison. Vous voyez pourquoi je parle d'une doctrine nationale? Parce c'est très intéressant qu'on se voit. Moi, je suis très heureux, et mes collègues aussi. C'est toujours un honneur d'aller à l'Assemblée nationale. Mais à un moment donné, il faudra que tout ce qu'on se dit et qui semble susciter un consensus devienne une réalité pour les enfants violés.
Parce que si on tolère le risque que peut-être, oui, il va y avoir des professionnels qui vont penser qu'il vaut mieux dire à un enfant violé, attention, ton agresseur risque d'aller en prison. Mais vous savez ce que ça génère chez l'enfant, c'est « je n'ai rien dit ». Non, j'ai oublié ce que je voulais vous dire. Alors, de grâce, aidez-nous à ce que ceci devienne une doctrine nationale. On vous dira, c'est un parti pris, c'est militant. Oui, c'est vrai. Protéger les enfants, c'est un acte militant. Alors, bien sûr, mesdames et messieurs les députés, il faut armer les professionnels, et principalement dans le cadre du repérage, les professionnels de l'école. Ernestine Renet, quand elle était psychologue scolaire, le dit souvent, elle posait la question des violences à tous les enfants et aux parents. Et parfois, les enfants ou les adultes disaient « non, moi je ne suis pas victime de violence ». Et parfois, ils revenaient plus tard. Elle revenait plus tard, s'agissant des mères, mais des enfants aussi bien. Est-ce que tu peux me reposer la question que tu m'avais posée ? Alors moi, je pense que l'école ne peut pas porter toutes les missions. Monsieur le député, vous avez raison. Et peut-être qu'elle doit instruire les enfants. Mais pour que les enfants s'instruisent et apprennent, pour qu'ils puissent grandir, il faut qu'ils soient en sécurité. Et donc, le repérage systématique des violences est, d'une certaine manière, fait partie intégrante de l'éducation, c'est-à-dire du rapport à la loi, de l'instruction du rapport à la loi. Parce que quand on grandit en apprenant que la loi, c'est la loi du plus fort, qui est dans l'impunité la plus totale, alors on grandit dans une défiance à l'égard de la loi. Et je pense que la lutte contre les violences sexuées et la lutte contre les violences sexuelles est de l'ordre des quelques priorités qui font partie des missions qui doivent incomber particulièrement à l'éducation nationale. Et peut-être avez-vous vu il y a quelques semaines dans Envoyé spécial un documentaire sur la Civise où une jeune femme qui avait été victime de violences sexuelles dans son enfance se témoignait dans le documentaire et elle disait « Mais après tout ce qu'on fait à l'école pour la sécurité routière, c'est très bien. On peut le faire aussi pour protéger les enfants qui sont victimes de viol. » Et je pense qu'elle a raison. Armer les professionnels. Je ne peux pas vous dire autre chose que vous montrer notre proposition de contenu qui est aussi précise dans les constats des violences que dans les guides pratiques qui sont donnés aux professionnels, les questions à poser, les choses à ne pas dire, les personnes à appeler. Et je pense que c'est ce que nous ont dit à la fois les administrations publiques qui ont contribué à la production de ce livret et les professionnels qui l'ont déjà reçu, il a une grande utilité. Évidemment, on a annoncé les visites de dépistage systématique au primaire, au collège, au lycée. Le coprésident de la Civise ne pourrait pas dire autre chose qu'il faut amplifier ce mouvement, ce qui implique qu'il y ait des médecins, des infirmiers, des assistantes sociales dans les établissements scolaires, des psychologues scolaires. Bien sûr qu'il faut que ces institutrices et ces professeurs aient des professionnels plus spécifiquement formés à aller voir tout de suite. Et bien sûr qu'il faut que l'enfant puisse savoir qu'il y a un espace de soins où il pourra révéler ça. Donc, oui, je pense que ça va coûter de l'argent, mais je le redis, toujours moins que l'impunité des agresseurs. Et après tout, la Civise est née du constat d'une urgence politique, c'est-à-dire la nécessité de créer cet espace de solidarité qu'est notre appel à témoignage. Et cette urgence politique peut se traduire aussi dans les budgets qui sont alloués à la médecine et à la prévention scolaire. Je pense que ces deux aspects répondent à la question pour armer les professionnels et notamment les enseignants, mais je peux préciser si vous le voulez. Alors, monsieur le député, monsieur Portier, en effet, il y a une multiplication des outils, des numéros. On craint beaucoup que la multiplication génère de la confusion. Moi, j'ai toujours eu la possibilité d'aller trouver où je voulais les outils dont j'avais besoin au moment où j'avais besoin, de les utiliser. Le vade-mecum de l'éducation nationale sur le repérage des violences
est un document très intéressant et très bien fait. Et d'ailleurs, avec l'accord du ministère de l'Éducation nationale, nous avons repris la page sur le signalement dans notre livret de formation pour que les messages soient bien cohérents dans une doctrine. Il me semble que l'étape juste après, c'est la question des droits de l'enfant. Peut-être, monsieur le député, monsieur Balanant, vous avez raison. Je crois que je pourrais vous dire, au risque de vous heurter, mais je ne crois pas, que je suis plus le juge des enfants, des besoins fondamentaux des enfants que des droits de l'enfant. Et comme le dit souvent l'une de nos membres, Fabienne Quiriot, dont vous connaissez sans doute l'immensité de l'œuvre dans la protection de l'enfance, les droits de l'enfant sont l'aboutissement du respect de ses besoins fondamentaux. Tels qu'ils ont été modélisés par la démarche de consensus sur les besoins fondamentaux, et notamment les besoins universels des enfants, les besoins physiologiques et de santé, les besoins d'appartenance, d'estime de soi, d'exploration, de limites, d'identité, et avant tout le méta-besoin de sécurité, c'est-à-dire la continuité affective et relationnelle avec une figure de sécurité ou d'attachement cohérente. Et si la législation sur les enfants, Madame la Présidente, puis-je faire une parenthèse? Si la législation sur les enfants, la résidence des enfants, les modes de résidence des enfants pouvaient tenir compte des besoins fondamentaux des enfants, plus que des projections de mouvements très organisés sur ce à quoi devrait se conformer un enfant pour faire plaisir à ses parents, le juge des enfants que je suis, je parle en mon nom, vous en serez reconnaissant. Donc d'abord, je vous répondrai sur la question des besoins et sur l'éducation et l'éducation au droit. Je suis absolument d'accord avec vous, monsieur le député, incluant une question toute particulière sur la loi et la violence. Moi, j'ai toujours pensé que mon rôle de juge des enfants était de créer un espace de pensée par le langage à l'audience. Et cet espace de pensée, d'élaboration, est constitué par l'écart entre le réel vécu par l'enfant et la loi. Et il faut nommer les deux. Donc il faut nommer la violence et nommer la loi qui l'interdit. Et dans cet espace, alors on peut élaborer sur les droits, à condition que l'enfant soit en sécurité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lui parler de droits tant qu'on ne le met pas en sécurité. Je pense que l'étape d'après le repérage et les droits, c'est la procédure pénale et l'enquête pénale, et donc les unités d'accueil pédiatrique enfants en danger et les salles Mélanie, et puis la place de l'enfant dans les procédures pénales, et la loi du 21 avril 2021. Oui, l'un de nos membres, qui est gendarme, a attiré notre attention sur ce point, et je le dis pour ma part de cette manière-là, il ne faut pas seulement raisonner en termes de dispositif ou d'affichage de dispositifs, mais de contenu de décisions qui sont prises dans ces dispositifs, en termes de protection. Et donc, nous avons compris que dans certaines zones, et notamment les zones les plus rurales, le plus souvent les zones gendarmerie, pour aller à l'UAPED ou à la salle Mélanie, il fallait faire 3 heures de route avec un enfant et qu'il arrivait lessivé pour le moment de l'audition. À nouveau, j'y reviens, il faut tenir compte de l'enfant réel. Donc, raisonnons en termes de dispositifs. UAPED et salle Mélanie, oui, c'est une évidence, dans un maillage territorial qui permet à tous les professionnels d'agir de façon sécurisée et de recevoir les enfants dans des conditions sécurisées, mais un niveau de formation à la hauteur de l'engagement budgétaire dans les dispositifs. Oui, il faut qu'il y ait les policiers et les gendarmes qui soient formés au recueil de la parole de l'enfant et que ces policiers et les gendarmes aient pour mission de recueillir la parole des enfants victimes et pas d'autres missions. Formation, spécialisation, sélection des professionnels
chargée de la lutte contre les violences faites aux enfants et les violences conjugales. J'ai entendu dans votre question, Madame la députée, Madame Dupré-Chirat, aussi quelque chose qui est pour moi une très grande préoccupation, qui est le fait que des enfants victimes de violences, notamment de violences sexuelles, des personnes victimes de violences peuvent finalement subir, pendant les procédures pénales et les procès pénals, une victimation secondaire. C'est-à-dire que leurs besoins soient non seulement pas pris en compte, mais bafoués, et que l'audience, le procès, devienne un moment de traumatisme pour la victime. Et je le dis d'une formule qui me paraît très importante, un procès n'est pas un terrain vague où tous les coups sont permis. Et ça aussi, un jour, il faudra bien le mettre en œuvre. On n'a pas le droit de tout faire. On n'a pas le droit d'agresser un enfant ou une victime à l'audience, devant la société. Ça me paraît la moindre des choses. Et donc, je pense, oui, que l'enfant victime, dans la procédure pénale, doit bénéficier d'un avocat spécialement formé. Et peut-être beaucoup plus souvent qu'il ne l'est d'un administrateur ad hoc. Parce que, moi, comme juge des enfants, j'ai vu des parents, et je les comprends, quand le parent n'est pas l'agresseur, évidemment, des parents qui étaient très en difficulté pour ce qui concerne l'indemnisation du préjudice, qui ne pensaient pas demander un avocat parce que c'est cher, ça pouvait l'être en tout cas dans certains cas, et qui disaient ce n'est pas l'argent qui compte, sauf que dans la vie quand même ça compte. Et donc l'administrateur ad hoc, à condition qu'il soit formé, qu'il bénéficie d'un statut protecteur, est un professionnel qui permet de prendre en compte l'enfant. Et Nathalie Mathieu, dans le cadre des activités de la Maison Bru, avait fait un déplacement au Québec il y a quelques mois, et nous avons auditionné à la Civise il y a quelques jours la responsable d'un programme d'accompagnement de l'enfant témoin dans les procédures judiciaires pour soutenir l'enfant et lui permettre que sa parole soit mieux prise en compte et qu'il ne soit pas survictimisé pendant les procédures. C'est absolument fondamental. Je ne sais pas si je dirais qu'il faut que l'avocat soit systématique dans toutes les procédures, notamment la procédure d'assistance éducative. Je le laisse à votre réflexion, j'y réfléchis moi-même. L'avocat porte la parole de l'enfant. Un enfant de quelques jours, de quelques mois, de tout petit âge, est entendu par le juge des enfants en assistance éducative, mais que dire de la parole qu'il ne prononce pas ? Il y a des professionnels qui sont chargés de faire valoir ses besoins fondamentaux. Ai-je répondu à toutes les questions ? Vous ai-je parlé du livret de formation de la Civise et de la doctrine nationale ? Vous ai-je parlé de la loi du 21 avril 2021 ? Voilà un exemple de législation impérative. Ce seuil d'âge que les gardiens du temple ont refusé très longtemps, alors qu'il est conforme à la raison. Et aucun principe n'est contraire à la raison. Il fallait qu'il soit écrit dans la loi que lorsque l'enfant a moins de 15 ans, moins de 18 ans, dans les cas d'inceste, on n'a pas à lui demander « tu étais d'accord, tu n'étais pas d'accord, est-ce que tu as crié, pourquoi tu n'as pas crié ?» On peut envisager d'aller plus loin encore, bien sûr, sur les conséquences civiles de la violence sexuelle, suspension de plein droit de l'autorité parentale, retrait de l'autorité parentale. Je compte sur vous pour que les deux soient présents dans ce qu'on annonce comme projet de loi justice à compter de 2023, c'est très important, c'est cohérent, et peut-être à réfléchir aux marges de ce qui a été fort bien structuré dans la loi du 21 avril 2021, la question de l'inceste entre majeurs, de l'inceste entre mineurs et de l'écart d'âge. La Civise, dès le 21 avril 2021, était plutôt sur 4 ans que 5 ans dans l'écart d'âge. J'ai pensé que nous devions quand même dire un mot des cyberviolences dont nous n'avons pas parlé et qui sont une réalité incontournable. Aujourd'hui, plus aucun crime sexuel n'est commis sans une dimension cybernétique. Les violeurs d'enfants filment leurs viols pour échanger ces documents contre d'autres documents pédocriminels sur Internet ou autres, que la moitié des contenus pédopornographiques sont autoproduits sans contrainte par les enfants eux-mêmes,
que le grooming, il faudrait que je demande à notre collègue de la Civis, Véronique Béchu, est en augmentation de 3000%, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire le fait d'hameçonner un enfant, se faisant passer pour un autre enfant, etc. Mieux que moi, vous saurez faire de ces espaces de créativité positive des zones de droit et pas des zones de non-droit, mais il y a évidemment une très grande urgence. Alors nous avons sollicité, Madame la députée, tous les ministres. Et nous avons envoyé le livret de formation à tous les cabinets. Et nous sommes en contact avec, évidemment, quand on nous sollicite, et sans exclusive. Et donc nous espérons que sur ce livret de formation, il sera repris par les ministres à qui vous l'avez envoyé, à qui nous l'avons envoyé, et qu'il pourra constituer la doctrine nationale. Bien sûr, si les enfants sont une priorité, alors cela se verra. Merci beaucoup, Monsieur le juge. Est-ce que certains de nos collègues avaient un autre sujet que vous vouliez évoquer? Allez-y. Merci Madame la Présidente. Je vais être très rapide parce que l'heure tourne. Merci Monsieur le coprésident pour la qualité de votre exposé, et pour la qualité de votre travail aussi dans des délais relativement contraints pour le moment. Je voulais vous interroger sur un sujet parce que vous avez évoqué dans votre propos liminaire les 1000 condamnations par an et vous avez dit que cela décrivait un système d'impunité des agresseurs. Je crois que c'est l'expression que vous avez utilisée. Il y a un sujet qui ne figure pas dans votre rapport mais qui est à la marge et qui ne figurait pas dans le périmètre à proprement parler de votre travail, qui concerne la question de la prescription dans le cas d'inceste sur personnes mineures. Alors, on connaît évidemment les arguments à la faveur de cette prescription. Certains des victimes attendent qu'il y ait prescription pour parler, et par conséquent, cette imprescriptibilité pourrait décourager la libération de leurs paroles. Mais j'entends aussi celles et ceux qui considèrent qu'il faut beaucoup de courage et beaucoup de temps pour déposer plainte pour viol, a fortiori contre un membre de sa famille. L'amnésie traumatique aujourd'hui de nombreuses victimes n'est plus à démontrer. J'ai cru lire dans une enquête de l'Ipsos de 2019 que 52% des victimes d'inceste auraient connu des périodes d'amnésie qui ont duré plus de 20 ans. Et donc je voulais connaître peut-être plus encore la position du juge sur cette question de l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs. Merci, chers collègues. Si je peux me permettre de rajouter 2 petits points au juge, effectivement. On fait de plus en plus avec les UAPED les auditions vidéo pour ne pas faire répéter la parole à l'enfant. Or, on continue à retranscrire derrière, par les forces de l'ordre, cette audition. Pourquoi? Et seriez-vous en tant que juge, pour la casquette de juge, pourquoi ne pas visionner tout bonnement ces vidéos plutôt que de refaire transcrire? C'était la première chose. La deuxième chose sur l'avocat. J'ai bien entendu sur l'avocat, sur la partie éducative. Moi, je plaide pour un avocat tout le temps. Je sais qu'on a encore du chemin à faire. Mais par contre, j'avais poussé le fait d'attendre que l'enfant soit prêt à revoir son parent dans tous les cas de violence. Aujourd'hui, c'est difficile, effectivement. Beaucoup de juges imposent cette reprise de contact. J'aurais voulu avoir votre avis là-dessus. Et pour terminer, quand vous parlez d'accompagner l'enfant dans les procédures, j'ai pu voir, moi, les chiens d'accompagnement judiciaire. Aujourd'hui, il y a un débat sur comment on les forme, qui les pilote. Et je pense vraiment qu'on doit déployer ce système qui, pour moi, j'ai vu des enfants s'ouvrir et c'est magique. Voilà, merci beaucoup. Oui, bien sûr. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député, de ces questions. Un système d'impunité, oui, j'assume ce mot, qui est le titre d'un livre qu'Ernestine Renet et moi avions dirigé sur les violences sexuelles. Violences sexuelles, en finir avec l'impunité. Et je pense que c'est une réalité et qu'il faut nous donner les moyens de lutter contre cette impunité. Et je viendrai à la question de la prescription, bien sûr. Le chien de justice. Lorsque on nous a présenté ce dispositif, je m'étais dit, voilà, il y a des gens qui ont vraiment l'enfant réel,
ou la victime, parce que ça ne s'adresse pas qu'aux enfants, comme objectif. Et le programme Enfants témoins du Québec, dont j'ai eu connaissance grâce à Nathalie Mathieu, est très beau aussi dans cet ordre-là, parce qu'il prépare l'enfant au moment de l'audition. Mais vous savez, moi, il m'a fallu du temps comme juge des enfants pour comprendre que je devais garantir la sécurité d'un enfant à mon audience, que je commettais une violence supplémentaire si je ne garantissais pas sa sécurité à l'audience, et notamment si je le confrontais à son agresseur. Et ça, il faut y être vigilant, évidemment, à toutes les étapes. L'enregistrement de l'audition de l'enfant, c'est fondamental. C'est fondamental pour un très grand nombre de raisons. Vous m'avez interrogé comme juge, je vous réponds comme juge. Nous autres, nous avons la culture du dossier. Nous vivons avec nos dossiers. Et notre manière de travailler et d'être dans référence à la loi, c'est d'ouvrir des dossiers. Alors, il faudrait qu'on nous incite à respecter la culture du dossier, mais aussi à mieux prendre en compte ces enregistrements vidéo. Pourquoi ? Et c'est l'une de nos préconisations du 31 mars 2022. Parce que le premier objectif de ces enregistrements est d'éviter ou de limiter l'exigence de répétition par l'enfant des mots du traumatisme. La seconde, c'est que la retranscription sur procès verbal d'une audition d'enfant est extrêmement coûteuse en temps pour un policier ou un gendarme. Plusieurs heures. Et la troisième est qu'il y a du non-verbal. Et que le non-verbal se retranscrit mal à l'écrit, malgré tous les efforts. C'est possible, mais on limite quand même un peu le risque. Mais c'est possible. Rien n'est parfait. Je suis d'accord. Et puis la dernière, c'est que, évidemment, 1, 2, 3, 5, 10 ans plus tard, quand on voit l'enfant qui se met à exprimer du dégoût, l'enfant, le petit enfant, qui se met à exprimer du dégoût au moment où il raconte, disons, la scène de crime, eh ben, ça devient très parlant. Très, très parlant. Donc, c'est peut-être un peu plus coûteux en temps pour les magistrats, parce que, évidemment, vous savez que la question des moyens vaut pour la justice aussi bien. Et donc, il faut que les magistrats aient le temps de regarder ces vidéos. Et je pense que ça sécurisera la parole. Ça me permet de dire, et je suis obligé de le faire, que malheureusement, nous devons sécuriser la prise en compte de la parole de l'enfant au cours des enquêtes et des procédures pénales, parce qu'il y a une tendance extrêmement grave à discréditer par anticipation la parole de l'enfant qui révèle des violences avec des concepts anti-victimaires, comme le concept d'aliénation parentale. On le sait, mais il est toujours là, il rôde, il s'infiltre, il nuit, ce concept, au nom duquel nous supportons l'idée que des enfants soient contraints d'aller dormir chez leur violeur. C'est le risque que nous tolérons de courir. Sur le lien, les rencontres entre le parent et son agresseur, c'est aussi une chose qui m'a fallu du temps pour le comprendre, comme juge, que je ne pouvais pas imposer une visite médiatisée à un enfant. Qu'en essayant de trouver l'équilibre entre le désir ou la projection des parents de voir leur enfant et le besoin de l'enfant d'être en sécurité, je me disais, après tout, une visite médiatisée... Mais non, en une visite médiatisée, on peut mettre par terre 1 mois de progrès et de sécurité. C'est la différence entre le lien et la rencontre, tel que me l'a enseigné le docteur Jean-Louis Nouvel pendant la démarche de consensus sur les besoins fondamentaux. Le lien, c'est psychique, la rencontre, c'est physique. Parfois, il faut aider l'enfant à se délier,
à ne plus être envahi par la présence de l'agresseur à l'intérieur de lui, si l'on veut que l'enfant puisse apprendre à écrire, à lire, à compter, à jouer, à dormir, sans être colonisé par l'agresseur. Je ne dis pas tout le temps, je dis quand il y a un agresseur. La prescription, alors c'est une question extrêmement importante et je vous promets, monsieur le député, que si j'avais aujourd'hui un avis clair et tranché, je vous le donnerais en mon nom personnel, mais que d'une part ce n'est pas le cas, d'autre part il n'est pas question pour moi d'engager la Ciivise, qui est une instance collégiale, sur une question comme celle-ci. Ce que je puis dire, c'est qu'à ce jour, aucun argument ne m'a convaincu contre le fait de réfléchir à la possibilité d'étendre encore les délais de prescription, voire de les étendre à jamais, l'imprescriptibilité. Même si, évidemment, je suis un enfant français né dans la deuxième partie du XXe siècle, et je sais ce qu'est un crime contre l'humanité, et je le prends en compte. Je sais aussi que de nombreux pédopsychiatres nous ont dit que l'inceste est un crime contre l'humanité ou l'humanisation de l'être humain. Je sais aussi que parmi les 18 650 ou 19 000 témoignages de très, très nombreuses personnes adultes nous ont dit « Moi, j'ai pris perpétuité. » Et lui, il est dans la rue. Et que ça m'interroge. Parce qu'il faut que la justice inspire confiance aux personnes qui respectent la loi, à commencer par celles qui ont subi la transgression, les victimes. Enfin, que vous avez évoqué le fait que certaines personnes attendaient la dernière limite du délai de prescription pour révéler les violences qu'elles subissent. C'est possible, je respecte tout à fait évidemment cette réalité. Je ne crois pas qu'on ait jamais subordonné la création d'un droit à l'usage potentiel qui en serait fait. Enfin, vous savez comme moi, puisque une juridiction civile a prononcé cette décision très récemment, qu'on comprend qu'il y a la prescription pénale et la prescription civile, et qu'il y a quelques jours, un homme qui avait été victime de violences sexuelles dans son enfance et pour qui la prescription pénale était échue, avait obtenu la reconnaissance du préjudice, de l'agression sexuelle ou du viol et l'indemnisation, puisque la prescription civile ne court qu'à compter de la consolidation, c'est-à-dire où le préjudice n'évolue plus. Voilà des pistes sur lesquelles nous travaillons. Et puis l'après Ciivise, on en parlera le moment venu peut-être, parce que je ne veux pas vous prendre trop de temps, mais il faudra penser à l'après Ciivise et à cette nécessité de ce recueil de la parole, qui a une dimension sociale et peut-être même politique. Je le dis souvent, la parole des victimes nous oblige. Nous devons l'écouter telle qu'elle se donne, telle qu'elle est. La société, enfin, doit l'entendre. Vous vous souvenez de cette jeune fille dans le documentaire « Entendre l'indicible » qui avait dit, à peine majeure, « On l'a vécu, vous pouvez l'entendre ». Eh bien, je crois que ce temps est venu. Je vous remercie de votre attention. C'est nous qui vous remercions, monsieur le juge. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps et de ces échanges passionnants. Pour mes collègues, nous nous retrouvons tout à l'heure, pour ceux qui le peuvent, pour auditionner le ministre Combes. Et je vous informe juste du décalage d'une journée de la venue de Éric Dupond-Moretti, qui du coup se fera le 14 décembre à 15h. Il a demandé un décalage. Donc voilà. Je vous le dis avant que nous envoyions. Je sais, c'est compliqué quand il décale, mais c'est. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, et bonne continuation des travaux à la Ciivise en tous les cas. Un grand merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, de cette invitation et de votre attention.